septembre 1917 et les révoltes de milliers de régiments, leur refus de monter au front pour des offensives vouées à l'échec, pour que ces terribles offensives soient ralenties. Les régiments se débandent, marchent sur Paris, vous connaissez, et les soldats ont appris le succès de la Révolution russe, je m'éloigne un petit peu de mon sujet, à la suite du retrait de leur gouvernement du théâtre de la guerre, du côté de la France et de l'Angleterre, et lors de ces révoltes, des généraux vont être abattus. La répression de ces soulèvements de soldats est insidieuse. On fusille moins en 1917 qu'en 1914. On croit quelquefois le contraire. Les soldats sont tellement las de la guerre qu'il aurait fallu en fusiller des centaines. La répression est insidieuse, c'est-à-dire l'état-major arrête en douce les meneurs, on les appelle à l'arrière sous un prétexte et on les arrête sans témoin. Et puis on les fait disparaître aux galères, dans les bagnes, pour des 20 ans de condamnation. On les envoie dans les travaux forcés aux colonies, les familles n'entendent plus parler d'eux. Et la répression est plus individuelle. Ensuite, les offensives contre les troupes allemandes reprennent jusqu'aux négociations de 1918. Et justement, on peut se demander pourquoi 1918. Le but de la France, de l'Angleterre et de leurs alliés était d'écraser l'Allemagne. La France et l'Allemagne auraient pu conclure dès 1916 une paix de compromis. À cette époque, les deux armées sont aussi épuisées l'une que l'autre. Et à l'été 1918, l'entrée dans l'alliance France-Grande-Bretagne et autres des États-Unis, la mise au point en 1918 des tanks et des chars d'assaut permettent l'écrasement définitif des troupes allemandes. À la base de cette guerre, il faut le rappeler, ont joué des nationalismes exacerbés, la question de la restitution par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, enlevée à la France en 1861, des rivalités économiques et coloniales profondes, et, c'est très important, des nationalismes exacerbés. Alors, comment est venue l'idée de ce livre? De façon curieuse, en parcourant les rues de Try, pour une autre raison, j'ai relevé au coin d'une rue en haut, une plaque intitulée Désiré Hubert. La municipalité, en 1926, cette municipalité de Try, avait dédié cette rue à un jeune habitant de la ville, tué à la guerre en 1914, à peine 30 ans. C'était un nom inconnu, parce que de nombreuses rues s'appelaient Barbus, Clémenceau, ses patronymes étaient connus. Mais rue Désiré Hubert, pourquoi? Qui était ce personnage? J'ai donc fait une enquête, presque une enquête policière. J'ai pris l'annuaire du téléphone, j'ai cherché les Hubert, et il y en avait à Rennes, dont plusieurs, dont l'un était un petit-neveu de cet Hubert de Try. Pour le découvrir, j'ai dû dresser la généalogie des Hubert. Cet Hubert de Rennes savait qu'un de ses grands-oncles avait été fusillé pour l'exemple dans la Marne en 1914. Et ce même Hubert, ce descendant des Hubert, possédait un petit livret daté de 1926 sur les fusillés de Cézanne. Et ce livre avait été édité par l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants. J'avais donc deux données au départ. La mention dans les procès-verbaux du conseil municipal de Try d'une décision municipale de consacrer une rue à Désiré Hubert, qui était dit fusillé innocent. Et ce petit fascicule serait fusillé de Cézanne en 1914. Cet Hubert faisait partie de ces fusillés. C'était un petit peu de mémoire révélée. Mais il fallait tirer au clair cette affaire et découvrir la vérité, essayer de s'en approcher le plus possible. C'est là qu'on comprend mieux le rôle de l'historien. L'historien doit chercher à reconstruire une mémoire totalement oubliée, une mémoire détruite. Et ici d'ailleurs faussée par les éventuelles sources militaires. Très peu fiables, naturellement, dans le cas des fusillés. Et il y a un autre moyen, c'était de rechercher les descendants de témoins résidant dans la Marne, près de l'endroit de l'exécution. L'exécution qui était à l'Hôtel du Zé. Il fallait donc reconstruire un drame de la Grande Guerre, puisque Waterloo et ses camarades, abattus le 6 septembre 1914,
sont tous innocents, ils sont tous innocents de l'accusation de désertion alors formulée par leur général de division. 6 des 7 fusillés qui sont de notre région du Valenciennois, Rennes, Saint-Amand, seul Waterloo était du Pas-de-Calais. Alors, l'histoire est une découverte, et une découverte qui ne va pas de soi du tout. Sur des sujets aussi délicats, des sujets longtemps masqués, d'innombrables obstacles empêchent l'émergence de la vérité. Et pourtant, le but de l'histoire, c'est de trouver la vérité, et c'est aussi de la dire. Alors, voilà. Les obstacles. Eh bien, il y avait des obstacles très grands. Par exemple, les actes de décès des fusillés à l'état civil de leur commune d'origine ne contiennent aucune mention de leur exécution. La mention est la suivante: tué à l'ennemi, aux essarts pour 3 de 7 fusillés, Capio, Clément, Hubert. Deux autres, Barbieux et Delsin, sont dits tués au combat de Corfélix. Vous voyez comme c'est caché. Corfélix, c'est dans la Marne. Et pour certains, il y a erreur sur le lieu du décès. Ainsi, pour Palmire Clément, l'un des fusillés, originaire de Saint-Amand, le lieu de son décès est faux. Dans l'acte de 1919, son décès est localisé à Les Essarts, dans la Marne, et il n'est rectifié qu'en 1934, mais seulement partiellement après un jugement. On le dit dans ce jugement, mort pour la France, le 9 septembre 1914 à Orléans. Mais la suite est fausse, parce que l'acte continue, suite aux blessures de guerre reçues le 7 au combat de Corfélix. Bien évidemment, le mensonge a continué, sachant qu'il est mort des blessures occasionnées par les salles du peloton d'exécution. Rien n'a jamais été corrigé dans l'état civil, et c'est pas maintenant qu'on va le corriger. Et le rôle de l'historien, c'est justement de rechercher la vérité et de la dire. Et cette dissimulation est coutumière dans les cas de fusillés. L'autorité militaire fait tout pour que les familles ne sachent pas la vérité. D'ailleurs, les ordres du ministère de la Guerre sont expresses. Il recommande à l'époque aux généraux de n'informer les familles que si elles insistent énormément. Et l'autorité militaire a tout pouvoir. Les victimes le savent. Les victimes qui vont être fusillées le savent. L'une d'entre elles, quelques minutes avant l'exécution, implore un membre du peloton et il lui dit: après la guerre, tu iras trouver mon frère, tu lui diras. Il lui dira que je ne suis pas mort à la guerre, mais que j'ai été assassiné. On se rend compte à cette requête que les fusillés savent que la mort atroce qui leur est imposée, être tués par ses camarades, va être dissimulée et que leur calvaire même va être nié. Et pourtant, on n'est qu'au tout début de la guerre. On n'est que le 7 septembre 1914. Alors, seuls des témoins de l'époque et le ministère de la Guerre sont informés de la vérité. Le ministère de la Guerre a ordonné au début de la guerre de ne rien dire aux familles. Si elles le veulent, c'est à elles de s'informer de la cause des décès et elles doivent beaucoup insister. Déjà donc, il n'y a rien à attendre de l'état civil. Alors, une autre source, on pourrait dire, les journaux de marche, les JMO, journaux de marche et d'opération, tenus par régiment. Alors, il y a pas mal de journaux de marche, par régiment, par division, par corps d'armée, et tous ces textes sont disponibles aux archives de l'infanterie au port de Vincennes. Mais ici, il y a si peu, et tout est contrôlé. Il y a un contrôle très étroit qui s'exerce sur leur rédaction. Par exemple, on s'en rend compte, l'avocat Paul Desorbé, c'est un avocat notamment des grandes entreprises à Valenciennes avant 1914, et il est nommé capitaine de la compagnie d'appartenance des fusillés le matin du jour de l'exécution. Et il revient vivant de la guerre. Et il n'est pas mêlé à l'exécution, mais il en a eu connaissance. Il en a eu connaissance et il prescrit
au majordome chargé de rédiger le journal de marche de la compagnie de ne pas indiquer cette exécution, car il connaît la règle du silence à adopter pour ce genre d'affaires. Tout est donc fait, jusque par les titulaires des plus petits grades, pour étouffer l'affaire. Par contre, quelles ont été les sources? Les grandes sources ont été la presse de l'époque, nationale et surtout régionale. Pratiquement tous les journaux ont rapporté cette affaire. Les journaux des anciens combattants, dont l'Arabe, les journaux des partis de gauche. Il y avait, par exemple, le Populaire, les Populaires pour le PS, l'Humanité pour le Parti communiste. Et pour la presse régionale, il y avait le Réveil du Nord qui a parlé favorablement des fusillés. Il y avait aussi le Prolétaire, la presse communiste. Le Prolétaire parle avec précision de cette affaire. Mais l'enchaîné avait du mal à paraître, donc il y a un petit peu d'information. Et au plan général, c'est le Télégramme du Nord, édition du Pas-de-Calais, qui est le plus substantiel. Mais très peu de numéros ont subsisté dans les archives. Donc, les journaux d'information ont rapporté cette exécution de façon favorable aux victimes. Et l'opinion publique à l'époque, lors de la révélation de ce crime, a été littéralement révulsée. Toutes les associations d'anciens combattants, de droite comme de gauche, ont défendu tous les fusillés et ont rejoint les campagnes pour la réhabilitation. Alors, autre source encore, il y avait les dossiers établis par la LDA qui s'est chargée de la réhabilitation des victimes. Il a fallu qu'elle établisse les circonstances, les lieux, la date, les principaux acteurs et exécutants pour que sa demande soit prise en considération par la Cour d'appel de Lyon. Et elle a dû faire appel à de nombreux témoins. Bon, alors, elle a demandé beaucoup de témoins, elle a retrouvé beaucoup de témoins, mais beaucoup de ceux qui ont répondu présents ont demandé et obtenu que leurs identités soient préservées, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'anonymat. Il y a la crainte quelque part. C'est dans ces dossiers déposés à la BDIC, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine Nanterre, que se trouve le plus intéressant. Alors, les familles, qu'est-ce que pouvaient savoir les familles? Actuellement, on a affaire qu'à des petits-fils ou des petits-neveux, parce qu'il y a plus de 98 ans que les faits se sont déroulés. Alors, il fallait retrouver les descendants éventuels. J'ai donc dressé la généalogie des 7 victimes. Et j'ai eu de longues conversations avec les neveux ou les petits-enfants. Ils ne savaient pas grand-chose. Et leurs parents, parce qu'ils ne savaient pas grand-chose, parce que leurs parents en parlaient peu. On en parlait peu dans les familles. Et à l'époque, dans les familles, on ne parlait pas beaucoup, mais encore moins de ces choses-là. Certains fusillés, en plus, étaient célibataires. Et il faut bien dire qu'abattus en quelques heures, sans autorisation d'écrire à leur famille, à la différence de fusillés de la Seconde Guerre, ils n'ont même pas pu faire parvenir aucune lettre à leurs proches. De plus, certains fusillés ont laissé une veuve sans enfant. Par exemple, le caporal Capio, et leur famille s'est vite éteinte. Alors, par contre, certaines familles avaient des portraits. Il y a eu 3 cas et quelques documents. 3 cas sur 7 qui avaient des portraits. Mais l'éditeur n'a pas vu de portraits, c'est quelqu'un qui avait des portraits. Et ils avaient quelques documents. Des extraits de presse, des extraits de pension, accordés en 1926 aux descendants. Et ces familles savaient qu'un ancêtre avait été fusillé. Et ce qui est touchant, ce qui est très émouvant, c'est qu'elles avaient souvent cherché la tombe de leurs parents dans les cimetières de la Marne, sans aucun résultat. Ces morts-là n'avaient pas de tombe. Ils ne se figuraient pas dans les cimetières. Et ils figuraient très peu dans les papiers aussi. De plus, ces familles ignoraient complètement le déroulement de l'affaire. Et elles se trouvaient en quelque sorte démunies de toute mémoire, de la moindre mémoire, de la moindre explication. Elles ignoraient aussi même que leur ancêtre avait été réhabilité juridiquement 12 ans plus tard.
par la cour d'appel de Douai et avait été lavées de tout soupçon de lâcheté. Donc, elles avaient cette mémoire affligée, meurtrie, où il ne restait que la trace infamante qui avait frappé leur ancêtre. Cependant, le petit-fils de Waterloo, qui sort indemne de l'exécution, qui fait le mort, etc., disposait de 250 lettres que le soldat adressa à sa famille, et courage extraordinaire, il leur raconta l'exécution dont il avait été victime et témoin. Mais il ne put tout dire, il raconta après, et qu'il n'est tué qu'en janvier suivant. Il n'a pas pu tout dire, parce qu'il n'a pas pu dire comment il avait été secouru, protégé de toute arrestation et menace de réexécution, parce qu'il pouvait être réexécuté. Ces lettres élude beaucoup de précisions qui compromettaient ses chefs directs, les chefs qui avaient été. Il faut savoir d'ailleurs que sous la Grande Guerre, et même après, il est interdit par le règlement militaire de secourir des fusillés. Un condamné de secourir un fusillé qui est pas mort, mais qui a été épargné. Un condamné reste un condamné pour très longtemps. Donc, il est interdit de secourir un fusillé sous peine d'encourir la même guerre. La même peine, pardon. Je voudrais parler du Zouave Moulia, qui dut s'exiler jusqu'aux années 1960-70. Alors, le Zouave Moulia, c'est un cas, donc quelques jours. Il s'agit d'un condamné, qui, grâce à un bombardement, s'enfuit de Grange où il est interné. Alors, il s'enfuit, il traverse la France en se cachant, tous les procédés possibles, il se cache même dans les roseaux à un moment donné. Et il rejoint son village d'origine dans les Landes, à pied. Alors, c'était dans la région parisienne. Et il doit s'exiler en Espagne de 1917 jusqu'aux années 1970, parce qu'il pouvait être réarrêté. Il est constamment recherché par les gendarmes, et il doit même se marier en Espagne. Il se cache, il vit dans les bois, il ne voyage que la nuit, pour éviter toute rencontre avec les troupes. Il se cache dans les roseaux du jour. Un livre a été écrit sur son aventure. Voilà, le Zouave Moulia. Alors, donc, le rescapé pouvait très bien être réexécuté. Et puis, il y a eu d'autres pièces et sources. Les dossiers militaires des chefs. Les recherches sur le territoire de la Marne, dans les archives municipales miraculeusement conservées du petit village Verdé des Hauts-de-Seine, où les soldats furent abattus et certains provisoirement inhumés. Donc là, c'est grâce à la municipalité de Verdé dont j'ai eu beaucoup d'aide. Mais nous sommes allés sur les lieux grâce à Claude Marie, qui était tout à fait participant et qui était le guide géographique aussi, parce que bon, je me perds partout. Même pendant les papiers, alors c'est pas possible. Alors, autre source, c'était les registres des nécropoles de la Marne. Parce qu'on trouve beaucoup de choses aussi dans les registres de nécropoles. Pour retrouver la trace de leur tombe finale, il fallait mener la recherche jusqu'au bout. Parce que, comme l'ont montré beaucoup de chercheurs, on trouve bien des choses dans les registres de nécropoles. Et puis il y avait aussi cette espèce de piété laïque. Je voulais savoir ce qu'on avait pu faire de leurs dépouilles. Et il était très important de travailler sur leur sépulture, la sépulture des fusillés. Donc j'en arrive à cette affaire. Alors, les 7 victimes, ce sont des réservistes, c'est-à-dire des hommes de 28 à 40 ans, parce que tous les hommes ont été mobilisés de premier bout. Donc, ils appartiennent, les 7 victimes appartiennent toutes au 327e régiment d'infanterie, le régiment de réservistes formé à partir du 127e. Le 127e, c'est le régiment tactique, le 327e, c'est le régiment de réservistes. C'est un régiment du Nord qui relève, je le dis quand même parce qu'on l'a retrouvé, de la 51e division rattachée à la 5e armée. Alors, il est recruté au début, il est envoyé avec sa division à Dinan et Hanté. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais là, il participe très vaillamment
aux premières batailles de Belgique, où ils essayent vainement d'arrêter le flot des divisions allemandes. Le danger d'attaque allemande par le Luxembourg et la Belgique, restés neutres, n'a pas été prévu par Joffre. Joffre a fait une erreur. Il a persuadé que les offensives allemandes commenceraient par la Lorraine. De même en 1940, l'offensive allemande reprendra le même chemin. Or, les divisions allemandes envahissant le pays, précisément, les divisions allemandes envahissent le pays, précisément par le Luxembourg et la Belgique, qui sont restés neutres. La 5e armée française essaye, avec 4 autres et des troupes anglaises et belges, d'arrêter les colonnes adverses. Et elle participe au combat de Charleroi et Dinant, et elle subit d'énormes pertes. L'artillerie lourde, d'ailleurs, à propos de ces pertes, quelques familles algériennes et marocaines apprennent l'ampleur des pertes subies en Belgique, et elles font tout pour empêcher le recrutement de leurs fils par l'armée française. Mais c'est très difficile de déserter, et je ne sais pas comment a pu faire le grand-père de Bénin pour déserter, mais il y a dû avoir de grandes complicités. Par exemple, pour les recrutements, les chefs de village devaient amener les jeunes recrues aux autorités françaises. Ils étaient pris un peu comme otages aussi pour emmener les futurs soldats. Alors, la seule solution avancée par le général de la 5e armée, Larrosac, est de battre en retraite pour éviter la capture de toute cette 5e armée. Celle-ci doit se replier dès le 23 août, à marche forcée, mais en livrant des batailles à Guise, puis à Franqueville, non loin de Saint-Quentin. Et ces batailles sont quand même victorieuses. Il manque beaucoup de cadres, beaucoup de blessés doivent être abandonnés. Et c'est ce qu'on a appelé la grande retraite. Cette grande retraite n'a rien de reposant. L'arrière-garde française doit combattre sans arrêt contre les avant-gardes allemandes qui poursuivent les Français pour les torturer. C'est la cavalerie allemande qui poursuit l'arrière-garde française pour faire des prisonniers. Alors, Larrosac rend un vibrant hommage à ses réservistes qui commandent. Il a écrit là-dessus. Les hommes restés dans le rang, arrivés au dernier degré de l'épuisement, continuent cependant à avancer avec une constance admirable. Le 3 septembre, la 51e division de réserve passe la Marne, bien à l'ouest de Cézanne, et plus loin que Reims. Elle passe la Marne, et le 5, elle arrive à Barbogne, non loin du lieu de l'exécution. Du 30 août au 5 septembre, cette armée a parcouru 200 km entièrement à pied, bien sûr, sans presque de ravitaillement. Le 6, la 51e division de réserve reçoit un ordre, gagner Lachy, un très petit village. Puis le 6, elle est déplacée à côté, à Les Essarts, les Cézannes, à 15 km de Cézanne. Tout ceci se situe à la veille de la première bataille de la Marne. 6 armées anglaises et françaises sont stabilisées au sud d'un affluent de la Marne, le Petit Morin, et la stratégie du haut commandement français est d'obliger les 5 armées allemandes qui leur font face à remonter 50 km au nord en repassant la Marne. Ce mouvement va être obtenu par des batailles acharnées du 6 au 12 septembre, et c'est le 9, pour la première fois depuis le début de la guerre, que les Allemands se replient sur l'Aisne. Alors l'incident survient dans la nuit du 6 au 7 septembre. Il est vraiment mineur. Il n'aurait jamais dû se terminer par une exécution capitale. Que se passe-t-il? Le 327e campe pour la nuit derrière un autre régiment d'infanterie, le 270e, et un groupe de chasseurs à pied. Or, à minuit, 10 obus allemands sont lancés sur ces hommes au repos et non au combat. Le camion allemand lance les obus et puis disparaît après avoir lancé les projectiles.
Les soldats du 327e sont réveillés par ceux qui sont en avant, ceux du 270e, et ils sont entraînés. Les deux régiments se mélangent, en plus, et en reculant sur 300 mètres, puis ils reprennent leur position. Ils essayent de reprendre leur position et ils remontent. Et c'est une nuit noire, en plus, il fait très noir, on ne voit rien. Parmi ceux qui reculent, figurent dégradés. Eux, ils n'auront rien, ils ne seront pas fusillés. Et ils vont bien en arrière des lignes. Hélas, le général de division dort dans une ferme en arrière des lignes. Il entend des gens qui parlent sur la route proche, et il aperçoit des hommes qui remontent sur cette route. Il en arrête 8 au hasard, en les questionnant. Et ces soldats, très naïfs et confiants, essayent de s'expliquer. Le caporal Gaffio commence une phrase, mais il ne peut pas la terminer. Aucun soldat dans l'armée française, comme dans d'autres, à l'époque, même encore aujourd'hui, ne peut se faire écouter d'un général. Il y a une telle distance entre le haut commandement et le simple soldat que cet espoir est totalement vain. Pourtant, il l'a eu. Montebourg a très vite compris qu'ils recherchent leur section, leur compte est bon. Il semble qu'en plus, ils ne les préviennent même pas de ses intentions. Montebourg ne leur dit rien d'inquiétant. Plusieurs témoignages à ce sujet se contredisent. Les uns disent que le général fut bienveillant, laissant entendre aux hommes qu'il les faisait reconduire. Mais laissant entendre vraiment. Mais selon la cour d'appel de Douai, il leur aurait annoncé qu'il les faisait fusiller. Enfin, c'est pas très clair. Cependant, Waterloo écrit au sien que lui et ses camarades, conduits dans une grange, sont désarmés, enfermés avec une sentinelle armée à la porte. Et il est probable que le général n'a rien dit aux soldats. Tous se méfient des enfermés. Les visites qu'ils reçoivent, notamment de l'aumônier, qui les rassure, en plus, les laisse partager entre l'inquiétude et l'espoir. Et ils n'ont pas défoncé la porte, et ils n'ont pas essayé de fuir. Car en plus, ils n'ont pas été traduits en conseil de guerre. Alors, ils ne savent pas à quoi sentir. Dans la nuit, des démarches sont faites auprès du général, notamment par l'aumônier, mais aussi par le colonel de leur régiment, Verza, à qui l'on a rapporté l'arrestation des hommes, et par le commandant du bataillon dont relève la 21e compagnie. Ils ont été avertis indirectement du projet d'exécution de leurs hommes. Mais le général est inflexible. Il veut une exécution pour l'exemple. Il a aussi sans doute un souci de promotion. Il veut raffermir son autorité et il est réputé pour son autoritarisme au Maroc où il a commandé des troupes coloniales. Et en plus, Verza n'est pas bien vu du général Montebourg. Ces deux hommes ne s'entendent pas. Il est possible que pour lui nuire et pour le mater, Montebourg a tapé dans ce régiment-là, qui relève de son propre commandement, mais aussi de celui de Verdun. Alors, pendant ce temps-là, dans la nuit, Montebourg prépare tout, seul, sans informer personne. Il donne ses ordres, un homme tout puissant qu'il est. Il dispose en secret tous ses régiments autour de l'endroit prévu pour exécution, et pour y faire parader. Tout est en place à 4h30 du matin. Et il demande l'accord de son supérieur Desforges, et il l'obtient. Desforges ne cherche pas encore plus. Il ne cherche pas du tout à savoir de quoi il s'agit. Cet accord est obtenu sans la moindre vérification. L'exécution est prête. On voit ici le pouvoir discrétionnaire du général de division, qui jamais sera sérieusement sanctionné. Et s'il avait fallu fusiller tous les soldats qui momentanément ont reculé sous une avalanche de bombes hors des combats, il ne serait resté personne pour les offensives. Et les autres chefs, généraux ou colonels, appelés comme témoins lors du procès, expliquent
lors du procès à réhabilitation, explique qu'il arrivait chaque matin des soldats égarés ou des soldats en retard. Et dans ce cas-là, lui et d'autres se contentaient de prendre les noms des retardataires. Et voilà, aucun capitaine n'était capable de donner l'effectif exact de sa compagnie, car il manquait toujours des retardataires. Il s'agit ici d'un retard minime, très momentané, au recours, et même pas en position de combat. Alors, les choses ne vont pas se passer comme prévu quand même. Boutegourt s'appuie sur un ordre général donné par le général Joffre quelques jours auparavant, c'est là, c'est très important aussi ça, quelques jours auparavant, le 2 septembre. Voilà ce qu'a dit Joffre. Je couvre l'exécution de tout homme qui reculera. Et alors, Boutegourt se sent les plus étranges, d'autant que le président de la République et le ministère de la guerre ont autorisé par télégramme toute exécution dans ce type de sanction. Et il veut faire un exemple pour asseoir son autorité. Beaucoup de généraux ne vont pas appliquer ce droit de vie et de mort qui leur est accordé. Ils se contenteront de prendre les noms des retardataires. Boutegourt a été longtemps à la tête de troupes d'Afrique. Il s'est illustré dans la conquête du Maroc. Et il a cette mentalité d'intransigeance. Il est inconscient du changement de nature de la guerre. Parce que la guerre n'est plus une guerre coloniale, mais c'est une guerre qui mobilise des soldats citoyens. Et le général se sent intouchable. L'exécution va être dramatique. Mais le peloton épargne 3 victimes, 2 sont blessés, l'un aux jambes, l'autre à la poitrine. Et Waterloo, lui, il a la présence d'esprit, malgré cette situation angoissante, il se laisse tomber sans bouger. Il n'est pas touché. Et il reste comme ça, affalé, pendant 2 heures. Alors, le coup de grâce n'est pas donné après le départ du général, qui était seul présent avec son état-major. Et le général n'a pas osé faire défiler les troupes convoquées. Alors, l'adjudant demande à ne pas tirer après avoir achevé 2 victimes. Les premiers à placer à droite du groupe. Et Waterloo est le dernier. C'est presque un hasard, enfin, ça ne pouvait pas être prévu. Les premiers à placer à droite du groupe sont et l'adjudant secoue les autres à la demande de son capitaine. Et puis tous se retirent. Le coup de grâce n'a pas été donné. Alors là, il y a aussi des questions qui se posent. La première exception, c'est l'attitude du peloton de 50 ans qui a détourné les tirs. Et la deuxième exception, c'est l'attitude du capitaine et de l'adjudant qui refusent d'achever les fusillés. Les 2 blessés et Waterloo non touchés lui doivent la vie. Tous ont eu le courage de désobéir. 2 heures après, des secours arrivent, médecins et infirmiers. Les 3 survivants sont évacués dans le plus grand secret par les infirmiers du 270e RI, le régiment fautif, en accord avec leur général. Et si bien que ce qui est vraiment frappant, c'est une chaîne de solidarité qui se met en place silencieusement. Waterloo est pris en charge par le général du même régiment, le 233e RI, pendant 2 jours. Et ce dernier contacte probablement le général du 327e pour se mettre en accord avec lui. Comment sauver Waterloo? 2 autres médecins militaires évacuent le blessé à la poitrine, Clément, dans un train militaire à destination d'Orléans, et le 2e blessé à la jambe, Dufour de Saint-Amand. Il faut les évacuer parce que s'ils sont trouvés par des gendarmes, ils seront réexécutés, ils seront refusillés. C'est le règlement. Et quand les gendarmes de la 51e DI viennent inspecter les lieux, il ne reste que les morts. S'ils avaient trouvé les blessés, ils les auraient fusillés, c'est tout à fait un règlement. Alors, l'incroyable, c'est cette solidarité avec les victimes, le courage de ces équipes qui risquent gros et de leurs chefs qui sont informés. Tout cela se fait silencieusement
avant le passage possible des gendarmes qui vont arriver ou trop tard. Alors, il ne restera que les 4 morts. Leur chef sera informé par, le chef des gendarmes sera informé par personne qu'un homme a survécu. Seulement un homme, il ne sera informé que de ça. Bouteloup est seulement aussi prévenu qu'un homme, Waterloo, n'a pas été atteint. Mais il ne saura pas le reste. Il ne le saura jamais. Alors, finalement, il faut souligner la désunion et la division parmi les officiers. Bouteloup, donc, il a quand même pas mal de monde contre lui en raison de son intransigeance. 2 heures après l'exécution, qui a eu lieu à 7h30 du matin, la division part en opération pour aider à repousser les Allemands hors de la Marne. Waterloo est réintégré dans son régiment. Les fusillés morts sont laissés sur le terrain pendant 2 jours, Bouteloup ne faisant procéder à aucun ensevelissement, bien qu'il ait disposé de 2 jours après l'exécution, comme le montre la corvée et les éléments. Alors, les suites. Alors, rien avant 1917. Donc, Waterloo reprend le combat sans aucune apparence. Il est protégé par ce chef général. Alors, pour les suites, rien avant 1917, où, dans une séance extraordinaire de la Chambre réunie en comité secret, un député socialiste du Valenciennois, Henri Dur, révèle le drame qu'il a appris par des lettres de ses électeurs. Hélas, Henri Dur est tué en novembre 1918 à la libération de Valenciennes. Il aurait été intéressant de retrouver ces lettres, mais il n'a pas été possible de retrouver les descendants d'Henri Dur. Voilà. Mais l'État, qui est très compromis dans les affaires d'exécution, est très long à répondre aux demandes de la LDH. Cette dernière, bien informée, initie avec les partis de gauche dès 1921 une campagne pour la réhabilitation de ces fusillés. Elle en défend bien d'autres, comme Chaplan, fusillé en octobre 1914, qui ne sera jamais réhabilité. De même, Gillet, qui ne sera pas rétabli dans son honneur, qui est une notion très importante à l'époque. Les campagnes pour Chaplan et Gillet n'aboutissent pas, les pourvois sont rejetés, et ici les familles de fusillés déclarés innocents, ici les familles pour la faute de Bouteloup, sont indemnisées. La faute de Bouteloup a été de ne pas traduire en cours martial des victimes qui se sont toutes bien comportées comme soldats irréprochables et qui se sont laissés arrêter sans révolte. Bouteloup comparé 2 fois devant la cour d'appel de Douai et déclare ne plus se souvenir. Il n'écorce d'aucune condamnation malgré ce crime de guerre, comme l'écrivent la Ligue, les partis de gauche et les anciens combattants. Il a simplement subi un ralentissement de carrière, d'abord au front, comme 33 autres généraux. Il est retiré du front en mai 1915 car il est jugé incompétent. Et il est replacé dans le commandement de juridiction militaire, puis il est mis à la retraite. Il a été entendu par une commission d'enquête militaire dont il n'a pas été possible de retrouver le procès-verbal. Il est relevé définitivement de son commandement en mai 1915. Mais il faut souligner la ténacité de la bataille juridique menée de 21 à 26 par la LDH avec l'appui des députés de gauche, socialistes et communistes, pour faire rejuger a posteriori les fusillés et au soutien sans faille de l'opinion publique. Finalement, en conclusion, il faut s'interroger d'abord sur l'impunité dont ont joui les généraux fusilleurs. Rien d'officiel ne fut fait contre eux, réellement. Ces affaires, en 1930, finissent par tomber dans l'oubli. Et le vœu de Jospin, en 1988, d'imaginer une vraie réhabilitation plus réelle, plus ancrée dans le présent, sans retrouver à plat. Et la recherche des tombes des fusillés m'amène un peu au même constat. Alors, au niveau des tombes, il y a une sorte de réparation à Verdé. Le maire de Verdé a déposé dans le cimetière, à côté du monument aux morts, une plaque portant une inscription rappelant le martyre et l'exécution d'innocents, et avec leur nom, sur le territoire de Verdé. Et donc, on
on approche de cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale, et il y a des morts au combat. Il faut bien s'en persuader, il y a des morts au combat, d'innombrables morts au combat, mais il y a aussi ces morts, ceux qui n'auraient jamais dû mourir. Et ils seraient peut-être morts aussi par fait de guerre, probablement, mais enfin, ils ont été exécutés à tort, et en plus par les camarades. Et les morts français sur ordre du haut commandement sont environ 600. À l'époque de leur exécution, dans les moments d'affolement, ils n'ont eu droit à aucune réparation, aucune remise à l'honneur. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour que leur cas soit réexaminé, soutenu par la LDA et par les campagnes d'opinion publique, pour aboutir à une reconnaissance de leur martyrs. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré à cette reconnaissance et à la mise à jour de telles choses. Je remercie Odette plus particulièrement, parce qu'elle nous a offert un récit historique parfaitement conduit. On imagine, on a du mal à imaginer tout le travail que ça réclame. Et je retiens ce que vous avez dit, cette phrase, c'est ce slogan, « Chercher la vérité et la dire ». Ça fait penser à Jaurès, parce qu'à l'époque, beaucoup disaient ça. Et vous avez bien fait de le dire, de nous conforter dans le fait que, notamment, nous n'allons pas oublier de faire le procès des généraux qui sont morts dans leur lit, quiètement, tranquillement.